Merci à l'espace Pierre-Gilles de Gênes et à l'ESPCI de m'accueillir pour cette conférence un peu particulière. Puis merci à tous ceux qui ont fait ces beaux discours. Ricardo, tu as fait à peu près toute la conférence avant moi, donc je vais la refaire plus lentement, mais il a tout dit. C'est une conférence un peu particulière qui vient d'un travail qu'on a fait avec Marjorie. Donc Marjorie qui est quelque part au premier rang, que vous pourrez voir après avec les meringues à l'azote. Est venue faire un stage au laboratoire. Alors Marjorie, elle était étudiante à l'époque dans le DSA d'illustration, de design d'illustration scientifique de l'école Estienne. Donc c'est une section assez particulière où ils forment 9-10 étudiants par an à l'illustration scientifique. Alors l'illustration scientifique, ça peut être faire une belle planche anatomique, mais ça peut être aussi essayer d'illustrer par exemple la physique quantique ou la physique des basses températures. Et donc ça va emmener des gens qui sont dans le monde de l'illustration par exemple vers d'autres univers, comme celui par exemple de la physique. Elle est venue faire un stage au labo. Alors au début, on n'avait pas trop d'idées de ce qu'on allait faire comme sujet de stage. Donc moi, j'ai discuté avec Marjorie qui m'a tout de suite dit, moi, avant mon travail d'illustration scientifique, j'étais dans un travail de reliure. Je faisais des études de reliure. Donc on a essayé de se demander ce qu'on pourrait trouver à cheval entre reliure, illustration et puis physique. Et on est arrivé à l'idée de faire un livre ensemble. Alors on s'est vite rendu compte qu'un livre, ça allait être assez ennuyeux et que tout le monde avait fait tous les livres qu'on pouvait imaginer en vulgarisation. Donc on s'est demandé ce qu'on pourrait faire comme livre un peu particulier. Et donc on a fait ce pari de faire le livre le plus froid au monde. Alors, le livre le plus froid au monde, c'est un pari un peu stupide parce qu'en gros, vous prenez n'importe quel livre, vous allez dans un labo de physique, vous le plongez dans une marmite d'azote liquide et vous êtes à peu près sûr que vous avez inventé le livre le plus froid au monde parce qu'il n'y a personne d'assez stupide pour faire ça ailleurs parce que ça n'a aucun intérêt. En gros, vous avez un livre froid que vous ne pouvez plus toucher parce que c'est trop froid. Donc voilà, vous avez eu le livre le plus froid au monde. Donc on était assez sûr qu'on aurait le record du monde parce que personne n'aurait osé homologuer un truc aussi stupide avant nous. On s'est demandé un petit peu au-delà ce qu'on allait faire avec ce livre dans l'azote liquide. Donc déjà, qu'est-ce que c'était un livre qui tienne à l'azote liquide? Est-ce que ça allait tenir? Est-ce qu'il allait exploser ou pas? Est-ce qu'il allait survivre au moment où on le réchauffe? Et puis comment est-ce qu'on allait pouvoir s'en servir pour raconter la physique des basses températures? Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est une conférence peut-être un peu particulière par rapport aux conférences que vous avez d'habitude dans ce cycle de conférences expérimentales. J'en ai moi-même fait il y a bien longtemps ici, et où j'avais fait quelque chose de bien plus technique, avec un diaporama, et où j'allais assez loin dans la science. Là, ce soir, il n'y a pas de PowerPoint, tout est en direct ici. Et l'idée, c'est vous emmener dans cette physique des basses températures en visant un public qui ne connaît rien à la physique. Alors j'ai vu malheureusement ou heureusement que dans le public, il y avait l'air d'avoir des étudiants, des collègues chercheurs, qui eux sont hyper forts en physique. Donc je vais essayer de jouer à un jeu double ici, qui est vraiment prendre le pari de vous montrer ce qu'est la physique des basses températures comme si vous y connaissiez rien, donc un exercice de vulgarisation. Et puis en même temps, quand même, pour ceux qui connaissent absolument tout et qui vont s'ennuyer, j'ai amené quelques pages en plus que j'ai rajoutées au livre en fait, et qui n'existaient pas à l'époque, donc qui ne sont pas joliment dessinées, mais qui vous racontent quelques exemples de recherches modernes liées au chapitre du livre. Parce que sinon, ça vous donnerait peut-être la fausse idée que la physique du froid, elle s'arrête en gros en 1915, alors qu'il n'en est rien et que vous allez voir, c'est une physique très vivante, comme l'a très bien dit Ricardo, avec beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, que ce soit ici à l'ESPCI ou là d'où je viens, à l'Université Paris-Sud. Voilà, on attaque. Donc voilà le livre le plus froid du monde. Voilà, il est très beau, relié à la main par Marjorie. Donc je le dis parce qu'on n'est pas sûr qu'il survive à l'exercice, donc voilà. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le livre le plus froid du monde, c'est un livre normal. Donc on va le refroidir. Alors, le refroidir, il me faut de l'azote, j'en ai là. Alors, au début de la conférence, je vais mettre les gants, parce qu'il faut mettre les gants pour des raisons de sécurité. Très vite, je ne pourrai plus mettre les gants pour tourner les pages. Mais vous, si un jour vous manipulez l'azote liquide, mettez des gants. Voilà. Donc là, c'est un peu le suspense. C'est est-ce que la conférence s'arrête tout de suite parce que le livre explose, ou est-ce qu'elle tient le coup? Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de verser de l'azote liquide, un liquide à moins 200 degrés, sur le livre, pour que ça devienne vraiment le livre le plus froid du monde. En espérant qu'il tienne, là je le vois qu'il est en train de courber. Le conteneur dans lequel je mets ça courbe également. Bon, c'est pas très bon signe. Ça bout. Alors on va voir ce que ça veut dire bouillir dans l'azote liquide. On peut dire que j'ai à peu près battu le record du monde, au moins à l'ESPCI, du livre le plus froid du monde. Voilà, si on pourra me recharger l'azote pendant que je continue. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de lire ensemble le livre. Donc première difficulté, tournez les pages. Le livre le plus froid du monde. Ah, vous le voyez, très bien. Le livre le plus froid du monde. Je vous fais chaque page. Bon, alors là, il faut tourner les pages, c'est l'enfer. Donc on prend une pince. Premier chapitre, le chaud et le froid. Vous y voyez quelque chose? Le chaud et le froid. Ça va... Bon, bref. Première question, qu'est-ce que ça veut dire chaud? Qu'est-ce que ça veut dire froid? Alors chaud, ce n'est pas exactement la chaleur. Il y a des tas de problèmes avec la définition des termes en physique.
Ce que la thermodynamique nous apprend au XIXe siècle, c'est que le chaud et le froid, c'est lié à la température, et que donc dire que quelque chose est chaud ou froid, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, on peut dire que quelque chose est plus chaud que quelque chose d'autre. Là, à l'évidence, cette pince, elle est plus chaude que ce bac-là. D'accord ? Et ça, c'est la température qui va nous permettre de définir ça. Donc la température, elle est associée au mouvement des atomes qui composent la matière. Dans cette pince, les atomes bougent un petit peu. Il fait 20 degrés dans la pièce, donc ils bougent comme ça. Dans l'azote liquide, il bouge un petit peu moins parce qu'il fait plus froid. Et plus je vais refroidir, moins les atomes vont bouger. C'est ce qui est montré ici avec les illustrations réalisées par Marjorie. Alors ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'en faisant ce livre, on pouvait même faire des expériences dans le livre. Il est pratique ce livre, il nous sert en fait à la fois de diaporama et de table expérimentale. Et donc je vais vous illustrer un petit peu ce que ça veut dire les températures. Alors déjà la température de cette pièce, on peut la voir tout de suite. Elle est ici. C'est de l'eau à la température de cette pièce. Vous avez vu que j'ai pris soin de séparer l'eau de la cuve, sinon ça va la refroidir. Voilà, ça c'est de l'eau à 20 degrés. J'ai déjà fait déborder, ça va être une catastrophe. De l'eau à 0 degré. Donc je vais essayer de refroidir de l'eau pour la rendre solide. Vous connaissez ça. Alors je triche un petit peu, je refroidis discrètement avant ma coupelle à moins de 100. Donc si je mets de l'eau là-dedans, eh bien l'eau va geler instantanément. Et ça va devenir un glaçon. Si je veux accélérer un petit peu le processus, je triche. Hop, je mets un petit peu d'azote là-dedans. Et j'ai de l'eau qui gèle. L'eau gèle à 0 degré. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester à 0 degré. Une fois qu'elle sera gelée, elle va descendre tranquillement jusqu'à la température de l'azote et le bloc de glaçon va refroidir progressivement. Si je veux aller encore plus froid, je peux prendre directement de l'azote liquide. Ça, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on est à moins 200 degrés que la matière se solidifie. Certains gaz restent liquides à ces températures-là. Par exemple, l'azote. Je remplis mon petit bac d'azote. Et vous voyez qu'ici, on a un liquide, mais qui cette fois-ci est à moins 200 degrés. Et je rajoute un petit peu pour se convaincre. Et puis la dernière pastille, on est bien embêté, on aimerait vous montrer encore plus froid. Alors on pourrait faire ça avec d'autres liquides, par exemple l'hélium liquide. On pourrait même utiliser des mélanges d'hélium liquide, mais on ne pourra jamais atteindre le zéro absolu. Alors ce zéro absolu, c'est quelque chose d'assez curieux quand on y réfléchit un peu. On nous dit qu'on ne saura jamais atteindre moins 273,15. En gros, on saura juste s'en rapprocher. Et ça semble complètement arbitraire. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe à cette température-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le matériau pas loin de moins 273,15 puis le mettre dans un frigo pour gagner quelques degrés en plus et pouvoir descendre en dessous de cette frontière? Alors en fait, non, il suffit de comprendre ici ce qu'est la température. La température, c'est le mouvement. Et en fait, le zéro absolu, c'est quand plus rien ne bouge. Alors pourquoi est-ce que c'est à moins 273,15? Ça, c'est un peu un manque de chance. C'est parce que Celsius a défini le zéro comme étant le moment où l'eau gèle. Ça y est, maintenant j'ai un glaçon ici. Et donc sur cette échelle-là, le zéro absolu, il tombe dans les négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mouvements négatifs. Ça veut juste dire qu'à cette température-là, plus rien ne bouge dans la matière. Et donc la bonne échelle à adopter, j'ai déjà tout coincé avec l'eau, la bonne échelle à adopter, ce n'est pas les Celsius, c'est les Kelvin. Donc là, je vous ai dit qu'il y aurait des catastrophes. Il commence à y avoir des catastrophes, parce que j'ai coincé les deux pages avec le glaçon en fait. Donc je vais essayer de ne pas casser le livre. Donc Marjorie, tu ne me regardes pas à partir de maintenant. C'est bon, ça tient. Je remets mon glaçon. Et je remets mon azote liquide ici. Et là, je devrais mettre les gants, vous vous souvenez. Je vais mettre les gants. Ah oui, je suis filmé en plus. Oui, ça brûle. Enfin, ça gèle. La bonne échelle, c'est l'échelle des Kelvin. Dans l'échelle des Kelvin, on a juste tout décalé de 273. Ça fait que l'eau, elle est à 293 Kelvin quand elle est à la température de cette pièce. Quand elle gèle, elle est à 273 Kelvin. L'azote liquide, il est à 77, mais c'est là le point intéressant. Le zéro absolu, quand plus rien ne bouge, maintenant, dans l'échelle des Kelvin, il est bien à 0 Kelvin. Et là, maintenant, je peux comprendre ce que ça veut dire, la température. Par exemple, quand je dis que je refroidis de la température de la pièce jusqu'à l'azote liquide, en fait, je divise par 4 ce nombre-là. Ça veut dire que les atomes bougent en gros 4 fois moins. D'accord ? Leur mouvement moyen, c'est leur vitesse au carré en gros, va être 4 fois plus faible. Et si j'immobilise complètement les atomes, j'arrive au zéro absolu. Alors en réalité, ce que je dis est un tout petit peu faux pour des raisons de physique quantique. Même au zéro absolu, la matière continue, on va dire, à frétiller à cause du principe d'incertitude. On parle de fluctuation quantique, fluctuation de point zéro. Mais on va dire que essentiellement, ça ne bouge plus beaucoup et on est au zéro absolu. Alors j'essaie de nettoyer au fur et à mesure le livre, mais c'est déjà une catastrophe. Donc maintenant qu'on a défini la température, on va pouvoir rendre hommage aux illustres anciens. Je vous présente Anders Celsius, dessiné par Marjorie. Anders Celsius, on est en Suède, on est au XVIIIe siècle, et c'est lui qui définit le 0 et le 100 degrés, en se disant, je vais trouver une définition qui serve à tout le monde partout sur Terre. Quand l'eau gèle, on est à 0. Quand l'eau bout près de la surface de la mer, on est à 100 degrés. Si vous montez en haut d'une montagne, ça risque d'être une référence différente. Et puis l'autre grand monsieur dont je vous ai parlé, c'est Lord Kelvin.
Lord Kelvin, c'est le premier qui va avoir cette idée et cette compréhension du zéro absolu un petit peu fine. On est cette fois-ci au milieu du 19e siècle, on est 100 ans plus tard, on est un peu à l'âge d'or ou presque de la thermodynamique, et c'est lui qui va vraiment comprendre qu'il peut y avoir un zéro absolu. Alors je vous ai parlé de recherche moderne, de recherche récente. Là, on n'est clairement pas dans des recherches récentes, on est il y a 100, 200, 300 ans. Je voulais vous montrer un exemple de recherche récente liée à cette question du zéro absolu. Donc je voulais vous montrer l'expérience qui a été le plus près du zéro absolu. Alors c'est quoi le record? Alors en l'occurrence, il faut un petit peu se poser la question comment on refroidit. Si on refroidit comme ça, on prend en gros un liquide froid et on met un solide dedans. Le record, c'est un peu moins, on va dire, que le millikelvin. On peut descendre à 0,1 millikelvin, ça veut dire qu'on peut descendre déjà à un 10 millième de degré du zéro absolu, ce qui est déjà absolument remarquable. Mais le vrai record du monde, le voilà. Alors je vous ai dit que j'avais amené des images en plus. Donc évidemment, moi, je n'ai pas redessiné. Donc j'ai pris carrément les figures dans les articles. Et vu qu'on ne pouvait pas avoir de PowerPoint, j'ai fait des photos. Donc voilà, je vous montre la photo de ma première figure. Cette courbe-là, prise en 2003 par l'équipe de Ketterley aux États-Unis, c'est une courbe un peu spéciale. Eux, ils ne se sont pas amusés à prendre un liquide très froid. Ils ont pris un gaz au début. Donc un gaz, c'est plutôt chaud, ça bouge dans tous les sens. Et ils ont, avec des rayons laser, immobilisé chaque atome du gaz. On est capable, avec des techniques assez modernes, d'ailleurs qui ont été découvertes en partie par Claude Coetalogy, pas loin d'ici, de refroidir les gaz. Alors l'astuce, c'est de prendre très peu d'atomes. Là, ici, ils en ont pris 2000. Ils ont pris 2000 atomes de sodium, ils les ont écartés les uns des autres et ils les ont piégés avec des rayons laser, avec des pièges magnétiques. Avec plein d'astuces, ils arrivent à la fin à mesurer en gros où se trouvent les atomes dans leurs pièges. Et cette courbe-là, croyez-moi sur parole, leur montre que leurs atomes sont refroidis à 500 picokelvin du zéro absolu. Alors les picokelvin, c'est un millième de milliardième de degré. Donc là, on est à 500 millièmes de milliardième de degré du zéro absolu. Ça veut dire qu'on est des milliards de fois plus froid que n'importe où dans l'univers à l'état naturel. Et des centaines de milliards de fois plus froid que cette pièce actuellement. Et on arrive à faire ça dans un laboratoire avec finalement des lasers et quelques atomes. Et le record vraiment absolu, alors c'est la même équipe quelques années plus tard avec cette courbe-là, qui est vraiment indigeste, mais c'est la courbe que j'ai trouvée en tous les cas la plus froide au monde, avec ce point ici qui est à 350 picokelvin. Donc là, inutile de vous dire qu'il ne faut pas faire ça avec l'expérience parce que ça réchaufferait très très vite. Et là, je suis en train de me rendre compte que les photos courbent dans l'azote. Si on les met, ah oui, elles courbent. D'accord. Voilà, donc à usage unique. J'enchaîne, c'était le premier chapitre. Deuxième chapitre. Je ne sais plus combien il y a de chapitres, je crois qu'il y en a 8 ou 9, donc je vais essayer d'accélérer un peu. Deuxième chapitre. Maintenant qu'on a compris la température, est-ce qu'on peut regarder un peu ce que devient la matière quand on la refroidit? Alors, première question, que devient un gaz quand on le refroidit? Alors ça, l'expérience, elle est assez facile à faire. L'étude des gaz, elle remonte là aussi à un certain temps, notamment au XVIIe siècle, on commence à bien maîtriser les pompes à vide. Ça, c'est Robert Boyle, on est en Angleterre, et il va utiliser cette espèce d'objet à droite. C'est une des premières bonnes pompes à vide avec lesquelles ils vont pouvoir commencer à faire des vraies expérimentations. Un des trucs d'ailleurs qu'ils vont faire à l'époque, c'est mettre un pigeon et puis voir s'il meurt. Et la réponse, c'est oui, il meurt. Et ça va créer vraiment la science moderne, ces expériences-là, parce qu'on va soudain devoir un peu isoler les scientifiques et leur dire « allez faire les trucs dans votre coin » parce que sinon les religieux vont commencer à ne pas être contents que vous ayez un pouvoir de vie et de mort comme ça. Et c'est ce qui va créer la Royal Society en Angleterre. Donc ces expériences-là, à l'époque, ils ne se préoccupent pas trop de la température, mais ils se préoccupent déjà de ce que devient un gaz quand on appuie dessus, quand on le détend, quand on le modifie. Et nous, la question qu'on se pose, c'est que devient un gaz quand on le refroidit? Alors là, on peut faire l'expérience ensemble. Donc, je prends un ballon et je fais du gaz. Voilà, donc là c'est un gaz à la température de la pièce. Et ce que je vais faire maintenant, c'est le refroidir. Alors, je vais reprendre un peu d'azote pour immerger le livre dans l'azote. Il a l'air de tenir le coup pour l'instant. Donc voilà un gaz à la température de la pièce et voilà un gaz à basse température. Regardez, là, il est dans les vapeurs, je triche un peu, je le fais discrètement aller dans l'azote. Je ne sais pas si vous voyez, je ne triche pas. Ce qui se passe, c'est qu'au contact de l'azote, le ballon rétrécit. Je ne sais pas si vous le voyez rétrécir. Puis comme tout bon physicien, on veut voir si c'est réversible. Donc si je le réchauffe, il regonfle. En fait, ici, on n'a pas changé la pression de la pièce, on n'a pas utilisé une pompe à vide comme le faisait Robert Boyle, on a juste changé la température. Et ce qu'on voit, c'est que quand on change la température, le volume du ballon change. Et si on le mesurait un peu proprement, ce qu'on verrait, c'est qu'il change en gros d'un facteur 4 quand je le mets dans l'azote comme ça. Et ça vient du fait que le volume est proportionnel à la température. C'est la loi des gaz parfaits, une des grandes lois qu'on nous apprend quand on est étudiant en physique. Et cette loi-là, on peut la comprendre à nouveau avec un petit schéma. Dans votre ballon à haute température, les atomes, vous vous souvenez, il fait chaud, il bouge dans tous les sens.
Puis quand vous refroidissez le ballon, les atomes bougent moins, donc ils occupent moins de volume, et donc le volume réduit proportionnellement à la température. Donc voilà, un gaz, c'est assez triste, quand vous le refroidissez, il se rétrécit et c'est tout. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, et j'ai même pas trop d'exemples pour l'instant de recherche moderne là-dessus. Et maintenant, j'essaie de tourner la page et j'y arrive pas. Ça y est, j'y arrive. Deuxième étape, qui va commencer à être un peu plus intéressante, que se passe-t-il si on continue à refroidir le gaz? Si on continue à refroidir le gaz va devenir liquide. Et alors, celui qui a vraiment compris pourquoi et comment, c'est ce physicien-là, c'est Van der Waals. Van der Waals, on est à la fin du 19e siècle, milieu-fin du 19e siècle, et c'est un des grands bonhommes de la thermodynamique, c'est un Hollandais, il est à Leiden, et ça va être lui qui va comprendre pourquoi un gaz est modifié quand on le refroidit et qui ne va pas seulement se rétrécir. Et avant de vous expliquer ce qu'il a compris, je vais vous montrer l'expérience. Donc l'expérience, la voilà. Je vais prendre un gaz et le refroidir et vous montrer ce qu'il devient. Alors je ne vais pas utiliser l'azote liquide ici directement, je vais utiliser ce petit récipient en papier aluminium que j'ai préparé juste avant, et je vais juste remplir ce récipient d'azote liquide. Donc là, vous allez me dire, l'azote, il est déjà liquide, je ne suis pas en train de le transformer. En fait, le gaz que je vais essayer de transformer ici, ce n'est pas l'azote, c'est l'air de la pièce. Et je ne sais pas si vous le voyez, quand on regarde en dessous de mon récipient, on a l'impression que ça fuit. Vous voyez la petite goutte ici? En fait, ça ne fuit pas. Ce qui se passe, c'est qu'ici, il fait tellement froid, j'ai pris de l'aluminium parce que ça conduit très bien le froid, de la même manière que ça conduit bien le chaud. C'est tellement froid que l'air de la pièce ici, en fait l'oxygène dans l'air de la pièce, va se liquéfier. Alors pour en être convaincu et être sûr que ce n'est pas de l'azote, on va faire une petite expérience. Si tu peux m'aider, Paul, mon assistant ce soir. Tu casses pas la caméra en passant, voilà. Tu tiens, c'est bon. Et où tu veux que je tienne? Attends, c'est moi qui vais me cramer et toi, voilà. Donc ce qu'on va faire pour se convaincre que c'est de l'oxygène, on a plusieurs manières de faire. Il y en a une, c'est rapprocher un aimant. Si vous approchez un aimant de l'oxygène, vous n'allez rien voir, mais je veux vous le dire. En fait, les gouttes, moi je le vois ici, sont attirées par mon aimant. En fait, l'oxygène liquide est paramagnétique, il est attiré par un champ magnétique produit par l'aimant. Mais une autre manière de s'en convaincre, c'est qu'on sait bien que l'oxygène, ça va aider à la combustion, aider à s'enflammer les objets, même si c'est froid, même s'il est à moins 200 degrés, mon oxygène. Et donc, on va essayer de vous montrer ce qui se passe quand on rapproche de l'oxygène liquide d'un matériau un peu incandescent. Vous y voyez quelque chose ou pas? Vous êtes un public blasé, vous, ce soir. Donc, on est en train de mettre quand même un matériau incandescent à moins 200 degrés, et en le mettant à moins 200 degrés, il brûle mieux. On a aidé la combustion parce qu'on a l'oxygène ici liquéfié. Si on se le remplissait dans une petite éprouvette, on aurait un objet parfait pour rallumer les feux finalement. Donc ici, on a rendu un gaz liquide. Et vous avez remarqué que je ne vous ai absolument pas expliqué pourquoi un gaz deviendrait liquide quand on le refroidit. L'explication, on la doit à Van der Waals. En fait, Van der Waals dit, attention, ne vous trompez pas, un gaz, ça n'est pas que des atomes qui bougent. C'est des atomes qui bougent, mais qui en même temps s'attirent. Ils s'attirent un peu, on parle d'interaction de Van der Waals, pour des raisons essentiellement électriques. Et donc, dans votre gaz, les atomes, certes, bougent dans tous les sens, mais en même temps, essayent de s'attirer les uns les autres. Mais s'il fait trop chaud, c'est le mouvement qui l'emporte. Et c'est un gaz. Quand vous refroidissez le gaz, en dessous d'une certaine température, soudain, les atomes sont suffisamment calmes pour préférer s'attirer les uns les autres. Et soudainement, très soudainement, tous les atomes s'attirent, se collent les uns aux autres, et vous avez obtenu un liquide. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, un gaz, dans un premier temps, va se rétrécir, et dans un deuxième temps, va soudain se liquéfier, parce que ces atomes s'attirent. Ça, c'est la liquéfaction. Van der Waals fait un très joli modèle à l'époque. On parle du modèle de Van der Waals, on révise les équations des gaz pour introduire ces interactions. Et en particulier, un petit modèle électrique prédit que cette attraction, elle va varier quand on rapproche les objets. Plus on les met proches, plus ça s'attire. Sauf si vraiment on les colle l'un à l'autre, et là, pour des raisons de physique quantique, ils n'arrivent plus à s'interpénétrer. Mais quand j'approche deux atomes, ils vont commencer à s'attirer et ça va être de plus en plus rapide. Un peu, vous savez, quand vous approchez deux aimants et que soudain ils s'attirent. Et cette interaction de Van der Waals, les physiciens savent dire qu'elle devrait varier en 1 sur la distance à la puissance 6. Voilà, il faut me croire sur parole. Et en fait, il fallait un peu croire Van der Waals sur parole. Il y avait plein de preuves indirectes, mais on n'en était pas complètement convaincus. Exemple de recherche moderne, alors ça c'est assez étonnant. C'est une recherche faite à l'Institut d'optique sur le plateau de Saclay, 2013. Donc 2013, c'est vraiment hier à l'échelle de temps de la science. Alors voilà l'expérience, peut-être un peu décevante pour vous. C'est une expérience prodigieuse. Ils se sont dit, nous, on va mesurer l'interaction de Van der Waals. Alors, comment on fait pour mesurer l'interaction de Van der Waals? Pas de problème, vous prenez un atome, un deuxième atome, et vous les approchez, et vous regardez si ça tire. Alors, dit comme ça, c'est facile. Évidemment, un atome, c'est en gros quelques 10 milliardièmes de mètre. Donc, ils vont utiliser des pinces optiques assez astucieuses, utiliser des atomes qu'on appelle des atomes de Rydberg, donc un peu gros, en gros, pour arriver à les tenir.
Ils vont les approcher l'un de l'autre et essayer de voir comment ils interagissent entre eux, là aussi par des tas d'astuces de physique quantique. Et à la fin, ils vont juste tracer la façon dont ils s'attirent en fonction de cette distance. Alors là, vous allez me dire, mais ce qu'on trouve, c'est une droite, c'est pas du tout la loi en 1 sur R puissance 6, hein, pour ceux qui sont physiciens ici ou scientifiques. En fait, si regardez bien les échelles, on a des échelles log ici, le fait que ça soit droit ici veut dire qu'on est exactement en 1 sur R puissance 6. Et si on regarde ici, on a l'impression que ça dévie un peu de la droite, c'est parce qu'à petite distance, d'autres effets rentrent en jeu, on n'est plus exactement selon la loi de Van der Waals. Donc pour la première fois ici, en 2013, on vérifie sur 2 atomes individuels la loi de Van der Waals, à laquelle on faisait confiance jusque-là pour plein de bonnes raisons, hein, mais c'est toujours rassurant de la mesurer enfin entre 2 atomes. Et c'est elle qui va permettre au gaz de devenir liquide. C'était la fin de mon 3e chapitre. Tout à l'heure, Ricardo vous a parlé de Cailletet et Pictet, un Suisse, un Français, qui simultanément vont découvrir comment rendre l'oxygène et l'azote liquide. Et ça, c'est le dispositif qu'ils utilisaient. Alors, ces espèces de grosses roues, ces espèces de marmites ici, tout ça, c'est des compresseurs et des détendeurs. Alors, pourquoi? Si vous voulez rendre un gaz liquide, voilà la technique. Vous prenez votre gaz et vous appuyez dessus délicatement. Donc, vous rapprochez les atomes, ce qui est un peu contre sa nature, hein. Vous le faites lentement. Et puis après, vous le faites passer par un petit trou. Alors, l'astuce, c'est qu'il ne faut pas que ça passe trop vite. Donc, vous mettez une petite éponge ou un petit truc poreux, quelque chose qui le ralentisse un peu. Et derrière, donc vous appuyez de ce côté-là, le gaz veut passer par le petit trou, et derrière, vous aspirez avec une pompe, d'accord, un aspirateur en gros, et vous mettez un grand volume. Ça s'appelle une détente de Joule-Thomson. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Eh bien, vous voyez, les atomes au début, ils étaient serrés, puis là, vous les obligez à occuper tout l'espace, ici. Donc à se séparer les uns des autres. Ça, ils n'ont pas envie. Eux, ils veulent rester près les uns des autres. Vous vous souvenez, ils s'attirent, Van der Waals. Donc le fait de les obliger à se détendre et à occuper tout l'espace, ça va les épuiser. Ils vont devoir aller piocher de l'énergie quelque part, et la seule énergie qu'ils ont, c'est leur mouvement. Donc ils vont ralentir. Et donc les atomes du gaz vont ralentir parce que vous les avez obligés de s'écarter les uns des autres. Ça va abaisser la température du gaz, et si vous êtes un peu astucieux et que vous recommencez plein de fois, en faisant un cycle, au bout d'un moment, votre gaz est tellement froid qu'il devient liquide. Les liquéfacteurs, qui permettent de produire actuellement de l'air liquide, de l'azote liquide, de l'oxygène liquide, de l'hélium liquide, en gros, c'est des pompes et des compresseurs. Et quelques astuces supplémentaires. Et ça, c'était un compresseur de l'époque. Ils ont un peu progressé maintenant, mais le principe physique est vraiment exactement le même. Chapitre suivant, l'effet Leidenfrost. Donc, vous vous souvenez, on avait un gaz, on a regardé ce qu'il devenait, ensuite on l'a rendu liquide. Maintenant, on a un liquide, et on va regarder les propriétés du liquide à froid. Et en étant un petit peu vicieux, on va faire ce qu'a fait M. Leidenfrost. Alors, Johann Leidenfrost, lui, il a fait ça au milieu du XVIIIe siècle avec de l'eau. Nous, on va le faire avec de l'azote liquide parce qu'on a de l'azote liquide et que c'est quand même plus facile. Le principe est le même. L'idée est la suivante. L'expérience de Leidenfrost. Excusez-moi, je remets mon gant. Voilà. L'expérience de Leidenfrost, ça consiste à prendre un liquide et à le mettre sur une plaque chaude. Alors, en fait, vous l'avez tous fait, cette expérience, si vous avez des plaques de cuisson chez vous. Vous laissez déborder la casserole de pâte et vous avez bien vu que les gouttes, elles font ça. Donc on va se refaire de l'expérience de Leidenfrost à l'azote liquide. Pour ça, je prends ma plaque électrique. Donc il suffit juste de prendre un truc un peu épais et qui soit chaud. Là, il est chaud par rapport à l'azote. Et de mettre de l'azote dessus. Alors là, je prends ma cuillère. Et je remplis d'azote. Et regardez bien ce qui se passe. Vous avez vu, l'azote frétille. Vous le voyez ou pas? Vous voyez rien du tout? On a l'impression qu'il ne veut pas rester. En fait, ici, l'azote est sur une plaque extrêmement chaude, et donc en arrivant au contact de la plaque, il s'évapore, et il crée un petit coussin de vapeur en dessous de lui, sur lequel il va flotter. Vous avez inventé une sorte d'aéroglisseur. Évidemment, si vous faites la même chose dans une coupelle que d'abord vous avez un peu refroidi, là, il n'y a plus aucun intérêt pour l'azote à s'évaporer, l'azote il va rester chaud. Donc au début, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, et puis très très vite, l'azote, regardez bien, ne bout plus, devient tout calme dans la coupelle, on ne le voit presque plus même, hein. On le devine. Là, vous pouvez me croire sur parole, il y a encore de l'azote. Hein. Si je le verse, il était bien là. En fait, l'azote, là, maintenant, a tout de suite transformé la coupelle en la mettant à moins 200 degrés. Une fois qu'elle est à moins 200 degrés et que lui à moins 200 degrés, plus aucun besoin d'évaporation. L'un adhère à l'autre, il n'y a plus d'effet Leidenfrost. Si vous voulez l'effet de Leidenfrost, il faut un objet chaud sur lequel vous mettez un liquide froid. C'est pour ça votre plaque électrique, c'est exactement ça. C'est une plaque très chaude sur laquelle vous mettez de l'eau un peu moins chaude. Alors là encore, plein de recherches actuelles sur le sujet. Là, j'ai même pas osé vous montrer une figure parce que c'est une des grandes spécialités, il se trouve, de l'ESPCI ici. Il y a notamment une équipe de recherche, l'équipe de David Quéré, qui bosse beaucoup là-dessus. Et ce que fait David, par exemple, c'est faire de l'effet Leidenfrost, mais lui, il va utiliser
de l'oxygène liquide au lieu d'utiliser de l'azote liquide. Alors pourquoi ça? Parce que l'oxygène liquide, vous avez vu qu'il était magnétique, donc il va pouvoir contrôler le mouvement de la goutte avec un aimant. Et en faisant ça, on peut étudier cette physique-là, qui est une physique très riche, très nouvelle, et on a par exemple pu montrer que sur certaines surfaces, avec des sortes de petites encoches comme ça, les gouttes qui flottent par effet Leidenfrost vont avancer toutes seules, vont être autopropulsées. On peut même les faire avancer dans un labyrinthe. Et il y a des tas de recherches actuellement, vous voyez, qui sont à la jonction entre la physique des liquides, la matière molle, la physique des fluides, et qui vont étudier des gouttes froides sur des surfaces chaudes et comment est-ce qu'elles se déplacent et comment on peut les domestiquer et jouer avec à distance. Chapitre suivant. Vous êtes tous dans le noir, donc je ne sais pas si vous êtes encore en vie, mais je continue. Tout le monde est encore là? Oui, d'accord. Bon, le livre survit, je suis hyper content, pour l'instant. Bon, on n'a pas encore fait les parties les plus trash du livre. D'ailleurs, on y arrive. Bon, là, c'est le moment où le livre peut vraiment ne pas survivre. Mais on a déjà fait la moitié du livre, donc je suis assez content déjà qu'on soit arrivé jusque-là. On a fait les gaz, on a fait les liquides, et maintenant on va vers les solides. Vous vous souvenez au tout début, quand j'ai mis de l'eau à moins 200 degrés, elle a gelé et c'est devenu solide. Et là, on pourrait se dire qu'à partir de maintenant, les choses vont être nettement moins intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire des glaçons. Une fois qu'on a fait un glaçon, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Le glaçon, il va être gelé et la physique va devenir très ennuyeuse. Ce que je vais essayer de vous montrer dans la deuxième partie du livre, c'est que c'est justement le moment où la physique devient la plus intéressante, selon moi. C'est un avis complètement subjectif. Vu que j'ai fait 20 ans cette physique-là, je la défends. Avant ça, il faut quand même répondre à la question qu'on se pose tous, j'imagine vous aussi, c'est que devient un solide? Est-ce qu'il devient plus fragile ou moins fragile quand je le refroidis? Alors la question des propriétés mécaniques des solides, elle est posée par Young, notamment au XIXe siècle. Alors Young ne va pas s'intéresser au froid, mais va vraiment mettre en place les bases de la mécanique des solides. Et est-ce qu'un solide, par exemple, est élastique ou pas? Et moi, c'est ce que j'aimerais tester ici à moins 200 degrés. Alors un solide, quand on le refroidit, déjà, on peut savoir ce qui va se passer. Souvenez-vous, un liquide, c'est des atomes tout près les uns des autres, mais qui peuvent glisser comme ils le souhaitent. Un solide, ils vont se figer autour de certaines positions et ne plus bouger. Ils vont évidemment continuer à vibrer un peu. C'est ce qui fait la température. Un solide à la température de cette pièce vibre autant qu'un liquide, mais c'est juste qu'il vibre différemment. Donc vous imaginez des atomes accrochés chacun sur place et qui peuvent un peu vibrer. Et plus vous refroidissez, plus il se resserre parce que moins il vibre. Donc vous avez le solide qui va un peu se contracter. C'est des effets très faibles en général. Ça se contracte un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, je vous propose de tester les propriétés mécaniques d'un solide à l'azote liquide. Alors là, j'immerge mon livre. Et j'ai choisi 3 types de solides. Un métal, du papier alu. Alors je vais d'abord le laisser un peu dans l'azote pour qu'il refroidisse. Un bout de plastique. J'ai pris un ballon. Lui aussi, je le mets un petit peu dans l'azote avant. Et puis je vais le mettre ici. Lui, il est ici. Et puis un végétal. Donc là, manque de chance, on n'est pas à la période des fleurs ou des pâquerettes. Donc j'ai pris de la salade dans le frigo avant de partir. Donc c'est de la salade. Et je vais recouvrir tout ça d'azote liquide. Alors la première fois qu'on a fait cette expérience, je ne sais pas si tu te souviens Marjorie, on était très confiants, donc on a massacré le livre. Parce qu'on s'est rendu compte après coup qu'en fait on avait oublié qu'il y avait un truc qu'on testait aussi quand on testait ça, c'était la fragilité du livre lui-même à l'azote liquide. Donc là, je refroidis. Alors pour savoir si un solide a des propriétés mécaniques qui changent à l'azote liquide, il y a plein de techniques très sophistiquées. Moi je vais prendre une technique peu sophistiquée, mais qui marche aussi très bien, c'est le marteau. Voilà, tout est bien froid. Il me refaudra un petit peu d'azote. Vous êtes prêts? Le métal, le plastique, la salade. Ah! La salade et le livre. Bon alors là, le marteau est collé au livre. Voilà, c'est un massacre. Bon alors la salade, vous voyez, la salade, elle n'a pas tenu le coup. Le métal, il a tenu le coup. Et lui, là, il n'a pas tenu le coup. Le ballon, il est devenu hyper cassant. Donc on ne peut pas dire que tous les matériaux deviennent plus fragiles ou moins fragiles. On peut dire que certaines deviennent plus fragiles, d'autres ne changent absolument pas. Parfois, les gens pensent que dès qu'on va plonger un truc dans l'azote liquide, il va devenir hyper cassant. C'est absolument pas le cas. Le métal, par exemple, ne devient pas nécessairement plus cassant. Ça dépend des matériaux.
Dans le plastique, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a un caoutchouc ici avec des longues molécules qui glissent facilement les unes sur les autres, des polymères, et qui font que quand on tire sur le caoutchouc, eh ben, il est très élastique. D'accord ? Quand on refroidit, les molécules n'arrivent plus à glisser les unes sur les autres, tout se fige, et donc ça devient hyper cassant. Là, dans la salade, c'est un peu différent. La salade, elle est gorgée d'eau. D'accord ? C'est un végétal gorgé d'eau. Donc quand on le refroidit, il y a plein de petits cristaux qui se forment dans une surface qui est très fine, donc qui devient extrêmement cassante. Vous êtes en train de faire un glaçon très fin avec une forme de feuille de salade, et donc ça devient très cassant. Donc selon les matériaux, on va avoir des propriétés mécaniques assez différentes. Et là, la fin de la lecture du livre va être compromise. Non, ça va ? Presque. Donc, maintenant qu'on a testé les propriétés mécaniques des solides, testons d'autres propriétés. Testons par exemple les propriétés magnétiques. Vous devinez le titre ? Le froid et les aimants. Alors ça, c'est un sujet que j'ai un grand plaisir à aborder ici, parce qu'il se trouve qu'il a été initié ici. Le premier qui a vraiment étudié cette question-là, est-ce qu'on va arriver à le montrer ? Il est là, c'est Pierre Curie. Pierre Curie, dans ce bâtiment, c'est assez émouvant quand même, dans ce bâtiment, avec cet instrument qui existe encore dans ce bâtiment, va pendant sa thèse étudier les propriétés de la matière magnétique en fonction de la température. Alors lui, il ne va pas utiliser de l'azote liquide, il va plutôt utiliser des fours, donc chauffer des matériaux magnétiques, toutes sortes de matériaux magnétiques. Cet objet-là, c'est une bobine qui permet de faire un champ magnétique. L'échantillon, il est mis au bout de ça. Et il va regarder ce que devient la matière magnétique quand on la refroidit ou quand on la réchauffe. Alors là, j'étais censé vous faire une expérience hyper classe, mais vu que j'ai tout massacré, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais quand même essayer. Donc je voulais, avant de vous montrer ce que devient la matière magnétique quand on la refroidit, vous faire la coupe de cheveux de Pierre Curie avec du magnétisme. On va essayer, mais ça va être un massacre. Donc je vais prendre de la limaille de fer. Donc vous voyez les cheveux de Pierre Curie là ? Ça vous fait penser à de la limaille de fer, non ? Donc je vais essayer de lui mettre... Est-ce que ça marche ? Ah oui, j'arrive à lui faire une petite coupe d'Iroquois ici. Alors ça vous explique a posteriori ce qui s'est passé tout à l'heure et pourquoi j'ai eu un accident. C'est qu'en fait, j'avais caché entre les deux feuilles des aimants pour que ça me permette de lui faire une coupe à la limaille de fer. Et donc les aimants se sont collés en fait au marteau. Et c'est ça qui a arraché toutes les pages d'un coup. C'est un peu maladroit de ma part d'avoir tapé à l'endroit où il y avait les aimants en fait. Bon, mais on peut quand même lui faire une coupe à l'azote liquide. Donc un hommage un peu plus de 100 ans après à Pierre Curie, et puis on va lui faire les cheveux blancs. En givrant la limaille de fer. Il a un peu de salade dans les cheveux. Donc normalement, il avait toute la coupe de cheveux, mais là, on lui fait qu'un épi parce qu'on n'a plus d'aimants, ils sont accrochés au marteau. Bon, revenons un peu sérieux et posons-nous la question, qu'avait compris Pierre Curie ? Pierre Curie, il avait fait une expérience qui était regarder ce que devient un aimant quand on le refroidit ou qu'on le réchauffe. Donc je veux faire cette expérience avec vous parce que celle-là, elle est vraiment intéressante. Donc j'ai pris un aimant. C'est un aimant un peu particulier, c'est du gadolinium. Il se trouve que le gadolinium, il est bien pratique, vous allez voir après pourquoi. Mais d'abord, le gadolinium à haute température, vous le voyez, si j'approche un matériau comme une vis, par exemple, ben, il ne lui arrive rien du tout. Maintenant, je vais le refroidir. Donc je le mets à moins 200 degrés. J'attends qu'il arrête de bouillir, c'est un signe pour moi qu'il n'y a plus de caléfaction et que donc il est bien à moins 200 degrés. Pour l'instant, il bout. Ça y est, il ne bout plus. Je le ramène. Et si je fais la même expérience maintenant, eh ben je fais un bide monumental. Alors là, s'il n'est pas magnétique, je suis malheureux. Je vais prendre un vrai aimant pour voir quand même, est-ce qu'il est devenu magnétique ? Ah si, il est devenu magnétique. Donc on a un matériau qui est devenu magnétique à basse température. Alors j'ai pris le gadolinium parce qu'il se trouve que le gadolinium, justement, il choisit d'être magnétique ou non magnétique à peu près autour de la température de la pièce. Mais en fait, tous les aimants que vous avez autour de vous fonctionnent exactement pareil. Si vous prenez un de vos aimants, un magnet de frigo, et que vous le mettez au four, vous allez voir qu'au-delà de quelques centaines de degrés, il ne fonctionne plus. Le froid fait apparaître le magnétisme dans la matière. Le chaud détruit le magnétisme dans la matière. Alors pourquoi ça ? Le magnétisme, d'où il vient en fait du fait que les atomes sont composés de noyaux et d'électrons, et sur ces électrons, il y a des petits aimants. On appelle ça des spins, des aimants quantiques. Et parfois, dans certains matériaux, dans les matériaux magnétiques, tous les spins de ces atomes vont s'aligner entre eux. Vous voyez, ils se mettent tous parallèles. Et s'ils se mettent parallèles les uns aux autres, c'est ce qui se passe ici, ben à la fin, ça fait un spin géant, donc un pôle sud, un pôle nord, vous avez un aimant. Quand vous chauffez, c'est un peu comme les atomes de tout à l'heure. Je vous avais dit, les atomes, au bout d'un moment, ils se décrochent et ils bougent n'importe comment. Ben, les spins, ils font un peu pareil. Ils sont là,
bien froids. Et puis quand vous réchauffez, ils ont commencé à envie de bouger. Alors ils sont tenus les uns aux autres, ils sont parallèles entre eux, ils interagissent entre eux. Mais quand il fait trop chaud, ils n'y arrivent plus et ils se mettent à faire n'importe quoi. C'est ce qui se passe ici. Et donc quand vous avez cette situation à haute température, votre matériau n'est plus magnétique. Et c'est seulement à basse température que vous allez faire apparaître le magnétisme. Et ça, Pierre Curie a compris ça. Il a compris qu'on faisait apparaître le ferromagnétisme en dessous d'une certaine température. Depuis, on appelle ça la température de Curie, en hommage à la thèse de Pierre Curie sur ce sujet-là, faite ici même. Alors un exemple de recherche moderne sur la question. On pourrait se dire, bon bah ça y est, maintenant on ne va pas étudier les aimants, on a compris ce qui se passait. Effectivement, les aimants de base, ce n'est pas si intéressant que ça. Ça devient intéressant dans certains matériaux qu'on va frustrer. Alors frustrer un aimant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la frustration, c'est quand vous n'êtes vraiment pas content. Donc là, pour rendre les aimants vraiment pas contents, on va faire deux choses. On va choisir des aimants qui aimeraient se mettre anti-alignés. D'accord? On sait faire ça. Ça s'appelle des matériaux antiferromagnétiques. Et là, on ne va pas les mettre sur un carré, mais sur des triangles. Vous voyez que si vous mettez 3 spins anti-alignés sur un triangle, bah, ils ne savent pas comment faire, ils ne peuvent pas. Si ces deux-là sont anti-alignés, le troisième, il est obligatoirement aligné à l'un des deux. Donc on va faire des systèmes en étoile de David. Il y a plein de triangles, avec des spins à chacun des points de ces étoiles de David. Et on va regarder ce que ça devient à basse température. Et ce qu'on pensait en fait, c'est que ce qui allait se passer, c'est qu'effectivement, ils n'arriveraient pas à s'organiser, qu'à un moment donné, ils se gèleraient, ils ne bougeraient plus, mais dans un état complètement désordonné. Ce qui se passe par exemple dans la matière n'est pas toujours ordonnée. Le verre, c'est un bon exemple de matériau où les atomes à un moment donné sont n'importe comment et se figent et ça ne bouge plus. Et donc on s'attendrait à trouver un verre de spin. Eh bien dans ces matériaux à étoile de David, voilà l'expérience, ça c'est une expérience faite dans l'équipe d'où je viens, l'équipe de Philippe Mendels à Orsay. Voilà ce qu'ils ont mesuré dans ce matériau-là, un kagomé. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors là, c'est une courbe qui vous dit si les spins bougent. En gros, si vous êtes en bas, c'est qu'ils ne bougent plus. Et si vous êtes en haut, c'est qu'ils bougent beaucoup. On parle de temps de relaxation ou de taux de relaxation. Et ce que vous voyez, c'est que quand vous refroidissez, ici on refroidit, eh bien, ça fait exactement l'inverse de ce que ça devrait faire. En gros, ça devrait descendre et ça ne descend pas, ça reste sur un palier. On parle de liquide de spin. Vous allez me dire, bon, bah d'accord, le spin il bouge, et alors? Et alors là, vous avez un truc incroyable. Parce que vous avez des spins qui refusent de se geler, alors que vous êtes, regardez bien, à moins de 0,1 degré du zéro absolu. Donc dans une situation où la matière devrait se figer, les spins vont refuser de se figer parce qu'on les a frustrés, et présenter des états tout à fait originaux. Ces états de liquide de spin, c'est des états purement quantiques. On va avoir des tas d'effets quantiques qui vont permettre aux spins de faire des sortes de danses quantiques assez étonnantes entre eux et de superpositions quantiques, parce qu'ils refusent de se geler à basse température. Et il y a tout un champ de recherche qui étudie ça actuellement. Des aimants qui refusent d'être des aimants en quelque sorte pour des raisons quantiques. On appelle ça le magnétisme frustré. Voilà. C'était la fin du chapitre magnétisme. Il n'y a plus que 2 chapitres. Avant-dernier chapitre, on a vu ce que devenaient les propriétés mécaniques. On a vu ce que devenaient les propriétés magnétiques. Maintenant, j'aimerais voir ce que deviennent les propriétés électriques. Alors, les propriétés électriques de la matière, en particulier des métaux, elles ont été étudiées dès le 19e siècle, notamment par Ohm. La loi d'Ohm, c'est lui, Ohm, de la loi d'Ohm, Georg Ohm. Ce que Georg Ohm avait compris, c'était que quand on mettait une pile aux bornes d'un métal, ça emmenait du courant électrique dans le métal, c'est la loi d'Ohm. Et plus le métal résistait, moins bien ça passait. Mais qu'en tous les cas, si vous mettez une pile 2 fois plus forte, eh ben, il y a 2 fois plus de courant. C'est la loi d'Ohm. U égale RI, ça rappelle peut-être des souvenirs à certains. La question à se poser ici, c'est est-ce que la loi d'Ohm continue à marcher à basse température? Alors la réponse, c'est oui. Et la deuxième question à se poser, c'est OK, mais comment ça change? Est-ce que la résistance électrique, ce qui freine les électrons, est-ce que ça change quand on refroidit? Alors là, il y a plein de débats sur la question, mais je vous propose de faire l'expérience. Donc je vais essayer de faire de la loi d'Ohm et de la refroidir et de voir si ça devient meilleur ou moins bon. Naïvement, on pourrait s'attendre à ce que ça soit moins bon. Vous voyez, la matière se gèle, tout se ralentit, donc on pourrait imaginer que les électrons avancent moins bien. D'accord? Donc voilà l'expérience. Alors cette expérience, elle peut aussi lamentablement rater parce qu'elle est hyper fragile. Donc en fait, c'est juste une petite ampoule électrique branchée sur une pile avec un petit bout de métal, ici, du cuivre. Et après, je vais plonger le cuivre dans l'azote et voir ce que ça change. Donc déjà, on va regarder si on y voit quelque chose. Quand on branche. Est-ce que vous voyez qu'elle est allumée, là? Oui? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Sur fond noir, vous le voyez? Ouais? Donc maintenant, je plonge le fil, je plonge pas l'ampoule, je plonge le fil dans l'azote. Le fil, c'est ce qui va entre la pile et l'ampoule. D'accord? Attention. Ça y est, ils réagissent. Bon, alors toujours, on teste. Est-ce que c'est réversible ou pas? Donc je souffle pour réchauffer. Ça rediminue. Je replonge. Ça fait exactement l'inverse de ce à quoi on s'attendrait. Le courant conduit mieux. Il ne conduit pas un peu mieux, il conduit beaucoup mieux. Et si on mesure, il conduit 4 fois mieux.
Alors 4 fois, ça fait tout de suite tilt. Ah mais oui, la température de l'azote, elle est 4 fois plus faible que la température de la pièce. La résistance d'un métal dans ces gammes de température, en gros, est proportionnelle à la température. Ça veut dire que chez vous, vous devriez, en gros, plonger toutes vos installations électriques dans de l'azote liquide, sauf le grille-pain, parce que le grille-pain, lui, il utilise justement le fait que c'est chaud et qu'il y a de la résistance pour griller, donc ça ne marcherait pas. Mais tout le reste, vous gagneriez sur votre facture EDF. Et ça, c'est très étrange. On pourrait se dire, mais non, je refroidis, tout devrait se ralentir. Et ça s'accélère, ça marche mieux. Alors pourquoi la résistance diminue? En fait, là, la raison, elle est purement quantique. Et c'est quand même très joli de penser que c'est la physique quantique qui a finalement permis d'expliquer la loi d'Ohm, alors que la loi d'Ohm, on l'enseigne assez tôt en scolarité, en disant oui, c'est un truc bien connu, bien classique et tout. Non, en fait, c'est purement quantique. On ne peut pas expliquer avec la physique classique le fait que ça conduise mieux quand on refroidit. L'explication, elle est quantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'explication quantique? C'est qu'en réalité, les électrons dans le métal, ce ne sont pas des petites billes qui s'avancent, comme on pourrait l'imaginer, c'est des vagues, des ondes quantiques. Et la vague a une certaine forme qui s'adapte d'ailleurs à la forme des atomes dans la matière. Donc vous imaginez, voilà, vous êtes le métal, moi je suis l'électron et je forme une espèce de vague et j'avance à travers vous. Et en fait, vous ne me gênez pas. Je peux avancer à travers vous comme si vous n'existiez pas parce que j'ai adopté le bon profil. Le seul truc qui va me gêner, ce n'est pas la présence des atomes dans la matière, c'est quand un atome n'est pas bien rangé, quand un atome est un peu décalé. Là, je vais rebondir dessus. Donc ce qui gêne ces espèces de vagues quantiques, ce n'est pas les atomes, très bizarrement, alors que les atomes, ils se touchent, ils sont là partout. Ce qui gêne l'électron quantique, ce sont les défauts. Dès qu'il manque un atome, ça rebondit. Dès qu'il y a un atome en trop, ça rebondit. Et en l'occurrence, dans la pièce, il n'y a pas plus d'atomes en trop ou en pas assez qu'à basse température. Par contre, il y a une chose très différente. C'est que les atomes vibrent tout le temps. Donc si je commence à faire vibrer tout le monde, vous voyez bien qu'il y a plein de défauts partout et que je vais rebondir sur ces défauts. Les électrons sont gênés, non pas par les atomes, mais par leurs vibrations. Même si elles sont faibles, ça va les gêner. Et donc quand ça vibre beaucoup, l'électron rebondit dans tous les sens, il est diffusé. Et quand vous refroidissez la matière, que je plonge mon bout de cuivre dans l'azote, les atomes se calment, l'électron passe mieux. Donc vous avez une preuve directe finalement de la physique quantique à travers juste l'observation de la loi d'Ohm quand vous refroidissez un bout de métal. Ça conduit mieux parce que les électrons ne se comportent pas comme des petites billes mais comme des ondes quantiques. Exemple de recherche moderne, alors là la loi d'Ohm, les physiciens n'arrêtent pas de mesurer la loi d'Ohm. Ils adorent mesurer la loi d'Ohm parce que la résistance électrique dit plein de choses sur la matière et renseigne sur la matière. Et je vais vous montrer une des expériences les plus troublantes qui a été sur des mesures de loi d'Ohm. Alors c'est une mesure de loi d'Ohm un peu spéciale, celle-là. Elle a été faite déjà sur un métal très très fin. Celle-là, elle a été faite sur du graphène, un seul atome d'épaisseur. Donc le métal le plus fin que vous puissiez imaginer. Elle a été faite sur d'autres types de métaux également, à la fin des années 80, à Grenoble notamment, par von Klitzing. Et l'expérience est la suivante. Vous prenez un métal très fin, le voilà mon métal, vous l'imaginez, où le papier allume est encore plus fin. Et vous faites circuler du courant dedans, exactement comme j'ai fait ici avec ma pile électrique. Mais en même temps, parce que vous êtes physicien et que donc vous êtes un peu vicieux, vous rajoutez un champ magnétique. Alors quand vous faites ça, les électrons, ils aimeraient aller tout droit, mais avec le champ magnétique, ils tournent. Et donc vous allez faire circuler du courant comme ça s'appelle l'effet Hall. Et donc on va juste mesurer la loi d'Ohm, mais pas dans le bon sens. Au lieu de la mesurer comme ça, on la mesure comme ça. Et ça, c'est un truc qu'on sait faire depuis le 19e siècle, ça marche très bien, c'est l'effet Hall, très bien. Et les physiciens mesurent l'effet Hall dans le graphène, et voilà ce qu'ils mesurent. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ça. Un truc tout à fait étrange, ils mesurent que la conduction électrique, la loi d'Ohm, c'est plus du tout une droite comme ça devrait être, c'est des marches d'escalier. Quand on change ici le nombre de porteurs, le nombre d'électrons, au lieu d'augmenter tranquillement, ça augmente par marche d'escalier. Et encore plus troublant, ces marches d'escalier, si vous les mesurez, elles ont toutes la même hauteur. Et si vous regardez ce qu'elle vaut, cette hauteur, vous allez trouver un nombre. Et quelle que soit l'expérience que vous faites, vous retrouverez le même nombre. Vous pouvez prendre un métal différent, vous pouvez prendre du graphène, vous pouvez prendre un métal qui a des formes différentes, vous trouvez toujours le même nombre avec 10 chiffres après la virgule, le même. Et si vous regardez ce nombre et que vous regardez l'étape, vous trouvez qu'il vaut exactement E au carré sur H. E, c'est la charge d'un électron, H, c'est la constante de Planck. Donc on a une valeur complètement universelle pour ces marches, on appelle ça l'effet Hall quantique, et ça c'est un truc absolument incroyable. Ça vous dit que dans un bout de métal, soudain, le métal a l'air de se fiche complètement des détails de sa structure, a l'air de se fiche de la forme de ses bords, a l'air de se fiche de est-ce qu'il y a des défauts ou pas, alors que je vous ai dit exactement l'inverse il y a 5 minutes. Et donc ça a donné aux physiciens beaucoup à penser, et finalement les physiciens qui ont vraiment compris l'effet Hall, ils ont eu le prix Nobel il y a 1 an pour ça, ils ont compris qu'en fait c'était lié à la topologie. Mais ça serait l'objet d'une autre conférence, donc je vous laisse juste sur ce mot topologie, sans avoir le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est un sujet de physique merveilleux. Et j'en arrive à mon dernier chapitre. Si on refroidit encore plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la loi d'Ohm survit? Alors la réponse c'est oui. Oui, la loi d'Ohm ça marche bien jusqu'au zéro absolu, sauf dans des cas un peu particuliers, mais sinon ça marche très bien. Là j'arrive plus à écraser mon livre tellement il y a de couches de glace en dessous et de salade et de
et d'aimants et de trucs. Allez, plus qu'une page, il faut tenir le coup. Dernier chapitre, la supraconductivité, dont vous a parlé un petit peu Ricardo. Quand on prend un métal et qu'on le refroidit, il conduit mieux. Mais, si vous le refroidissez encore plus, en 1911, Camerlingons essaye de faire ça pour la première fois avec de l'hélium liquide, parce que c'est le premier qui avait réussi à rendre l'hélium liquide. Il rend l'hélium liquide en 1908 et en 1911, pour la première fois, il va tester ce que devient la conduction électrique, la loi d'Ohm, dans un bout de métal très très froid. Alors là, il y avait plein de prédictions à l'époque, notamment Lord Kelvin. Vous vous souvenez, le type du début du livre, Lord Kelvin avait dit « Je pense qu'à très très basse température, ça va s'arrêter de descendre. Vous allez arrêter de conduire de mieux en mieux. À un moment donné, quand même, les électrons vont devoir se raccrocher à leurs atomes et se figer, se geler. Et donc on s'attend à ce que le matériau devienne isolant et ne conduise plus du tout le courant. » Camerlingons dit « Essayons, par l'expérience, la connaissance. » Il prend un bout de mercure, on est en 1911 à Leiden, le même labo que Van der Waals, parce qu'il se trouve que Camerlingons, c'était le thésard de Van der Waals. Van der Waals, c'est le directeur de thèse de Camerlingons. Donc Camerlingons, quelques années après, fait cette expérience. Alors ça, je ne peux pas vous la faire parce qu'il faudrait de l'hélium liquide, du mercure, ça serait un peu compliqué, elle peut être faite dans les laboratoires à côté. Si on mesure la conduction électrique et la loi d'Ohm sur un bout de mercure, ça fait exactement ce à quoi on s'attend dans un métal, vous vous souvenez, ça descend, ça descend, ça descend, et soudain, poum, ça tombe à zéro. Ça fait exactement l'opposé de ce qu'avait anticipé Kelvin. Au lieu de devenir infini, c'est-à-dire que le matériau arrête de conduire, le matériau se met à conduire de façon parfaite. Quand je dis parfaite, c'est réellement parfaite. C'est-à-dire que si vous prenez une bobine de ce matériau et que vous mettez du courant électrique dedans et que vous la refermez sur elle-même, le courant reste littéralement jusqu'à la fin des temps. Il n'y a plus de résistance électrique. Elle est tombée à zéro. La loi d'Ohm reste vraie, sauf que R égale 0 dans la loi d'Ohm. Donc U égale 0 alors qu'il y a I qui est non nul. Alors cette expérience, j'ai décidé de ne pas vous la faire, j'ai décidé de vous faire son analogue magnétique, parce que quelques années après, en prenant le même matériau, et en testant cette fois-ci ses propriétés magnétiques, là encore, on a eu des surprises. Et voilà la surprise. Donc je vais prendre un de ces matériaux-là, une céramique, qui est à base d'yttrium, de barium, de cuivre et d'oxygène, et je vais la refroidir. Alors déjà, à haute température, si j'approche un aimant, il ne se passe absolument rien, elle n'est pas magnétique, contrairement au gadolinium de tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est un matériau où les spins ne s'alignent pas. Très bien. Et maintenant, je la refroidis. Je rajoute un petit peu d'azote. Regardez la caléfaction, hein. Vous avez vu, ça bout, parce que l'azote n'arrive pas, hein. Ça c'est ma plaque électrique actuellement, d'accord? Donc j'attends, donc on attend, il y a mon pull qui givre pendant ce temps. En fait, je vais attendre de ne plus voir ces grosses bulles, ça sera un signe pour moi que la pastille est bien à moins 200 degrés. Regardez là sur le bord, on voit déjà les bulles disparaître, je ne sais pas si vous le voyez. Puis si on écoute, on va entendre que ça bout de moins en moins, et là ça s'arrête de bouillir. On est à moins 200 degrés. J'amène ma pastille dans la case basse température, en essayant de ne pas me brûler. Et j'approche un champ magnétique pour voir l'effet du magnétisme sur la matière. Et ce que je vois, c'est que le champ magnétique ici est repoussé. On a de la lévitation, regardez bien. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Je fais passer le livre à travers. Hop. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à haute température, l'aimant crée un champ magnétique, on représente ça par des lignes de champ qui passaient à travers la pastille. À basse température, c'est comme si les lignes étaient repoussées par la pastille. En fait, ce matériau est devenu supraconducteur, et exactement au même moment que le courant passe parfaitement, il se met à repousser les aimants. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce matériau? C'est quelque chose qu'on a compris seulement 50 ans plus tard. Avec Bardeen, Cooper et Schrieffer, on a compris qu'en fait, les électrons dans ce matériau, ce n'est plus des petites vagues individuelles. Elles se mettent par deux, et ensuite elles se mettent toutes ensemble pour former une vague quantique géante. Vous imaginez une grande vague quantique, et cette grande vague, vu que c'est tous les électrons qui se tiennent la main en quelque sorte, elle est cohérente, elle a une certaine force, et ça fait qu'elle ne va plus être sensible à rien du tout. Vous pouvez toujours faire vibrer les atomes, elle s'en fiche complètement, elle passe. Et tant que les atomes ne vibrent pas trop, elle passe. Par contre, si vous chauffez trop la matière, elle disparaît. Et cette même vague quantique, en fait, vous ne la voyez pas, mais elle est là, sous l'aimant. Quand j'ai approché l'aimant, ça a fait tourbillonner la vague. Un champ magnétique va faire tourbillonner cette vague, et elle, en tourbillonnant, va créer un champ dans l'autre sens qui va s'opposer à ce champ et faire flotter l'aimant. Alors ça, c'est la version simple. La version un peu plus sophistiquée, vous allez la voir maintenant, c'est que si je dis ça, et si c'est vrai, je peux enlever l'aimant et tout va s'arrêter. Et maintenant, regardez ce qui se passe si j'essaie d'enlever l'aimant. Alors je vais essayer de le faire sans me brûler. Ça marche absolument pas avec mon explication précédente. Parce qu'avec mon explication précédente, j'enlève l'aimant, le tourbillon s'arrête et tout redevient calme.
Là, ici, c'est comme si le tourbillon avait voulu venir avec moi. En réalité, ce qui se passe quand on met cet aimant, c'est quelque chose d'un peu plus subtil, c'est qu'il y a plein de petits tourbillons individuels qui se forment, on appelle ça des vortex, qui vont s'accrocher à plein d'endroits de la pastille, un peu comme un filet de hamac que vous mettriez, que vous punaiseriez à certains endroits. Et une fois que c'est accroché, ça ne veut plus bouger. Et donc, à la limite, la pastille, elle préfère monter avec moi et rester avec son aimant pour que les tourbillons restent bien en face de l'aimant qui les a créés au départ. Et c'est seulement si je réchauffe le tout que la pastille va oublier ces tourbillons et redevenir une céramique traditionnelle. Donc maintenant, je réchauffe la pastille en la surélevant un peu par rapport à ma cuve. Et regardez ce qui se passe. Tout s'arrête et ça redevient une céramique qui n'a plus aucun effet sur l'aimant, avec plus aucune lévitation. Donc la lévitation supraconductrice, c'est un phénomène assez subtil qui peut mettre en jeu une physique de tourbillons quantiques, on va dire, des petits courants perpétuels qui se mettent en face des aimants et qui peuvent même accrocher l'aimant avec toute une physique très riche qui est la physique des vortex. Et je finis sur mon dernier exemple de recherche moderne. Alors là, j'avais beaucoup d'exemples à pouvoir mettre parce que c'est un des sujets les plus étudiés encore maintenant dans les laboratoires. Ces pastilles-là, elles ont été découvertes il y a 30 ans. Et dans ces pastilles-là, on n'a pas compris, on n'a pas pour l'instant bien compris d'où vient la supraconductivité. On l'a très bien compris dans le mercure de Kamerlingh-Onnes de 1911. Dans ces pastilles-là, il y a encore beaucoup de débats pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet aimant lévite. Ça, c'est une des questions de recherche les plus actuelles. J'ai moi-même passé à peu près 20 ans de ma vie à essayer de comprendre, sans un grand succès, il faut bien le dire. Et j'ai des collègues qui continuent, et je les encourage. On pourrait se dire, non mais c'est la cata, quoi. Arrêtez de travailler là-dessus, parce que ça fait maintenant 30 ans, c'est bon, quoi. On ne va pas trouver. En fait, je pense l'inverse, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne trouvera jamais, qu'on ne se mettra jamais tous d'accord pourquoi ce matériau est supraconducteur, mais ça a été un laboratoire d'idées et une sorte d'objet modèle sur lequel aller faire toutes les expériences possibles et aller découvrir tous les concepts possibles en un seul matériau et qui a créé un champ extrêmement fertile de recherche actuellement. Et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces matériaux, pas nécessairement dans l'idée qu'ils vont comprendre la supraconductivité, mais qu'au passage, ils vont comprendre plein de choses sur par exemple comment les électrons s'attirent ou se repoussent dans la matière, on parle d'électrons corrélés, comment est-ce que ces matériaux vont pouvoir piéger ou ne pas piéger des vortex, etc., etc. Et donc il y a toute une physique très riche qui s'est développée pour comprendre cette lévitation, même si pour l'instant on n'a toujours pas compris pourquoi. Mais je vous donne un exemple quand même de recherche moderne. C'est celle qu'a mentionné Ricardo, là encore. Tu m'as gâché tous mes effets. Il y a 2 ans, des chercheurs allemands prennent du H2S. Le H2S, c'est le truc qui pue dans l'œuf dur. D'accord ? Et ils l'écrasent dans une enclume diamant. Donc le diamant, ça vous sert à appuyer sur un truc, parce que le diamant, c'est solide. Donc vous prenez du diamant et vous écrasez votre matériau. Ça vous permet d'appliquer une forte pression dessus. Et donc si vous prenez du H2S et que vous appuyez monstrueusement dessus, donc monstrueusement, c'est plus d'1,5 million de fois la pression de cette pièce. C'est la pression qu'il y a au cœur de la Terre. C'est monstrueux. D'accord ? Ceux qui ont fait de la plongée, vous savez ce que c'est que 1,5 million de bar. Enfin non, vous ne savez pas en fait. Non. Vaut mieux pas pour vous d'ailleurs. Et en faisant ça, le H2S s'est solidifié. Il a probablement changé de nature. C'est plus du H2S. Il y a du H, il y a du S dedans, mais c'est probablement plus du H2S. Et là, ils ont découvert ça. Regardez, ça c'est la résistance, ça c'est la température. Métal, métal, poum, supraconducteur. Vous vous souvenez, ça se casse la figure à zéro. Là, le matériau conduit parfaitement le courant, mais une température étonnamment élevée. On est à peu près à 200 Kelvin. 200 Kelvin, ça reste froid, c'est cette température-là. 200 Kelvin, on l'a parfois sur Terre. 200 Kelvin, on n'est pas loin des températures les pires en Sibérie l'hiver, moins 73 degrés. Alors vous allez me dire, ça reste froid, mais pour nous, c'est incroyablement chaud. Et à cette température de 200 Kelvin, on a découvert que H2S devenait supraconducteur. Et là, pour le coup, on pense savoir pourquoi. Et c'est cette deuxième courbe qui nous permet de comprendre pourquoi. La deuxième courbe, c'est exactement la même que la première, mais ils ont mis des atomes un peu plus lourds. Et quand vous mettez des atomes plus lourds, ça marche moins bien. Vous avez vu que maintenant, c'est supra seulement à 120, 130 Kelvin. Et ça, c'est parce que les électrons arrivent à s'accrocher à travers des vibrations d'atomes. Et plus l'atome est lourd, moins bien ça marche. Donc dans ce matériau-là, on pense avoir compris pourquoi on a une supraconductivité absolument exceptionnelle. C'est la meilleure qu'on sache faire actuellement en laboratoire. Mais dans celui-là, on n'a toujours pas compris pourquoi. Alors vous allez me dire, ah, mais c'est chouette, ça y est, on peut aller en Sibérie et mettre des MagSurf supraconducteurs et aller tous se balader et léviter. Le problème, c'est qu'il faut en même temps mettre une pression de 1,5 million de bar. Donc je ne vends pas ça pour les applications, mais plus pour la beauté de la physique en jeu et de ces matériaux qui, sous des pressions extrêmes, deviennent très étranges. Donc vous voyez, je vous ai présenté toute une conférence sur l'effet du froid, qui est une condition extrême en soi, mais on peut aussi jouer avec d'autres conditions extrêmes, mettre une pression énorme, mettre un champ magnétique énorme, ou alors chauffer énormément. Et à chaque fois, on va pousser la matière dans ses retranchements, et en général, elle va nous révéler des propriétés surprenantes. J'en arrive à ma conclusion. Le livre a presque survécu. Donc ce livre, c'était une occasion de vous raconter la physique du froid. Là, c'est le générique du livre. Donc Marjorie,
ici, qui a fait tout le livre, qui a fait toutes les illustrations et qui a travaillé avec nous pour réaliser cet objet et la reliure. Pierre qui nous a aidés, qui est un étudiant en design et qui nous a notamment aidé à faire toutes les vidéos associées à ce travail-là. Et Frédéric Bouquet, qui est mon collègue de l'Université Paris-Sud et avec qui on développe tout ce genre d'outils et d'objets dans l'équipe depuis plusieurs années. J'espère vous avoir montré deux choses à la fois. La première, c'est que la physique du froid est étonnante. Elle réserve des surprises et elle réserve des choses inattendues. Mais ce n'est pas des coups de chance. Ce n'est pas soudain qu'Amerlingens, ouais, il y a de la supra, j'ai vraiment eu de la chance. C'est des gens qui se sont acharnés pendant des centaines d'années à développer des outils de plus en plus perfectionnés pour refroidir encore plus la matière, en espérant découvrir des propriétés inattendues. Et ils ont été servis. Ils ont découvert la condensation de Bose-Einstein, la superfluidité, la supraconductivité, l'effet Hall quantique. Donc une physique incroyablement riche à basse température. Et c'est une physique riche, en gros, parce que quand vous refroidissez, vous permettez à la physique quantique de se révéler. Et quand la physique quantique se révèle, en général, vous avez des propriétés étonnantes. On parle beaucoup d'ordinateurs quantiques actuellement. Il y a fort à parier que les bons ordinateurs quantiques du futur seront plongés dans de l'azote ou dans de l'hélium liquide. Et puis le deuxième message avec cette conférence, c'était que quand nous, scientifiques, on fait de la vulgarisation, on est en général dans des cadres assez traditionnels, un PowerPoint, peut-être une ou deux expériences, avec un discours scientifique bien rodé. Mais quand on se met à travailler avec des créatifs, des illustrateurs par exemple, ou des designers, ou des vidéastes, soudain, ça nous emmène en général un peu à côté de nos champs et de nos habitudes et de nos conforts et de notre zone de confort, et ça nous emmène vers des objets un peu étranges. Et je pense que ces objets étranges peuvent servir pour vulgariser la physique, par exemple la physique du froid, tout autant que des conférences traditionnelles. Je ne dis pas qu'il faut l'un ou l'autre, mais je dis que ça peut être intéressant d'explorer des outils un peu différents que les outils qu'on utilise d'habitude pour parler de science au grand public. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous et avec ce livre ce soir. Merci.